Oh, hi, Mark. Eh bien, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans Podculture, épisode 3. Podculture, c'est un podcast bimensuel où nous tentons de parler de pop culture, de culture web, d'actualité et d'high-tech. Et si vous apprenez au passage 2-3 trucs parmi nos conneries, on sera bien content. Je suis Charles, alias Glory, et comme la dernière fois, je ne suis pas seul ce soir, nous sommes toujours 4. Il y a toujours Gwen, aka Gibon. Bonjour. Il y a toujours Antoine, numéro 1, aka Valky. Bonsoir, je suis passé numéro 1, je suis content. Tu passes numéro 1, alors on va changer. Et Antoine numéro 2, aka Antenio. Je ne répondrai pas à cette insulte à mon nom. Et ça, c'est du coup, pas bonjour. Pas Voilà. Bonjour, ah merde. Ah bah ça commence bien. C'est pour les déjà auditeurs, la bonne Antenio, ambiance. bravo. Alors, bonne ambiance, mais comment allez-vous, messieurs, ce soir ? Super, c'est super. Et super. Ah bah tout d'un coup, ça va beaucoup moins bien. Hein. Je suis vraiment obligé de répondre ou ça ira? Tu peux manger ta moussaka, t'inquiète. À l'aise, merci à tous. Encore la moussaka. Ah non, mais j'arrête pas. Après le gratin. Toujours de la bouffe, toujours. Et donc, dans l'épisode précédent, on avait abordé le manga Mashle et le genre musical de la synthwave. Je vous invite évidemment à aller écouter ces épisodes si vous ne les avez pas encore tâtés, dirons-nous. Et encore une fois, aujourd'hui, on fait 2 autres chroniques qui n'ont bien sûr, rien à voir. Gibon, dis-moi ce qu'on fait ce soir, s'il te plaît. Évidemment, c'est le principe de l'émission, Voyons Glory, je crois que t'as pas oublié. Bah non, c'est moi qui l'ai créé l'émission. Ah merde, Bordel. Alors ce soir, c'est un peu ballot parce que du coup c'est celui qui fait grève, là, Antenio, qui va commencer, et il va parler d'une petite série, The West Wings, si je prononce bien. Au singulier, hein, c'est pas KFC. Hein. The West Wing, chicken, oignon, poulet, tomate. Et ensuite, ce sera moi qui parlerai plus généralement du jeu de rôle, mais aussi de l'actual play. Voilà. Et donc, on va commencer par un petit jingle du coup cinéma, série, film. Ok. N'est-ce pas, Antonio, et tu vas commencer? Enfin, j'ai pas le choix. Je vais me faire virer si je fais pas C'est parti. ma chronique. Non. Tu commences, bordel. Laissez-moi tranquille. Tu commences. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Il faut au moins que je puisse joindre mon assistant, merde! Cogne le réalisateur au visage un bon coup dans sa putain de gueule. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Ça fait plaisir de réécouter un peu ce jingle. Ça Bien, vas-y, longtemps, celui-là, Antonio. hein. C'est C'était jingle qui remonte à l'épisode 0. première chronique, épisode 0. L'impression qu'on est vieux. Ouais. On est vieux. Ça fait longtemps. Bref, bon, petite chronique pop fiction, mais je ne vous parlerai pas d'un film aujourd'hui. Je vais vous parler d'une série que j'aime bien. Une série un peu politique qui met en scène un président fictif des États-Unis et de son équipe qui travaille à la Maison Blanche, et plus précisément dans l'aile ouest de la Maison Blanche, The House of West Cards. Wing. Hein. Merde. Ah merde. Est-ce que tu peux éviter de pré-shot les passages dont je vais parler plus tard, s'il te plaît? Merci. Excuse-moi d'être culturé. Donc voilà, l'aile ouest de la Maison Blanche, donc The West Wing, ou À la Maison Blanche en français, qui est une série américaine qui a été diffusée sur la chaîne NBC entre 1999 et 2006. Une série composée de 100... Ça fait quelques temps déjà, c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi, c'est une série qui est quand même un peu vieille, et quand même un peu culte, donc il fallait bien qu'on la traite un jour. Donc c'est une série de 155 épisodes répartis sur 7 saisons. En France, ça a un peu pas mal, ça a pas mal bougé pour la diffusion. Ça a été un peu sur France Télé, un peu sur M6 TF1. Aujourd'hui, c'est nos amis de chez Canal qui ont les droits de diffusion. Donc voilà, bisous à eux. Et donc, comme je le disais, c'est une série qui est un peu culte, outre-Atlantique, qui est quand même beaucoup moins connue de notre côté de l'Atlantique. Hein. J'imagine que vous ne la connaissez pas. En tout cas, quand je vous en avais parlé, j'ai eu un regard vide, mais de qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, j'avais jamais entendu parler de ça en fait. C'est même pas comme si j'avais entendu très parler bien. et j'avais pas pu regarder. Non, c'est vraiment, je n'ai jamais entendu parler de ça.
Et ben c'est bien, comme ça je vous fais découvrir quelque chose à tous. Et ça tombe bien parce que déjà ça va me permettre de vous parler d'un petit gars qui a créé cette série, qui s'appelle Aaron Sorkin. Est-ce que vous connaissez Aaron Sorkin ? Mon capitaine. De par son travail sur d'autres films, notamment. Peut-être que quand tu vas citer des films, ça me parlera. Ah bah j'imagine. Immédiatement là non. Alors Aaron Sorkin, c'est le créateur de The West Wing. Il a écrit quasiment... Alors c'est un des plus grands scénaristes américains, déjà. Ah merde. Donc c'est un peu dommage de pas le connaître. Il a écrit quasiment tous les épisodes de la saison 1 à 4 de la série. Il a quitté la série après, donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est la vie. Donc Aaron Sorkin, à la base, c'est un dramaturge. Il écrivait des pièces de théâtre, et il a notamment écrit une pièce qui a eu un certain succès, qui s'appelle A Few Good Men, ou Des Hommes d'honneur en français, qui a été adapté en film après, avec Tom Cruise, Demi Moore et Jack Nicholson, qui est un film où, c'est avec un militaire qui meurt et dans une base militaire en fait, de par les comportements d'autres militaires, et en fait il y a toute une enquête dessus. C'est un super film, c'est une super création. Je sais pas si vous l'avez vu. Et bien voilà, tu pourras aller voir parce que c'est un très bon film, et de manière générale tous les films que je vais citer dans lesquels Aaron Sorkin C'est des très bons films. est impliqué, ce sont des très bons films parce que Aaron Sorkin c'est un très grand scénariste, et donc forcément si vous voyez quelque chose qui a été où Aaron Sorkin a écrit, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés en général. Ah, ça, il pourrait tomber sur un réalisateur qui est complètement nul et malgré tout faire un bon scénario, c'est pas forcément un bon film. Pas forcément, mais c'est pas le cas ici. Ah, il a de la chance alors. D'abord. Donc voilà, donc Aaron Sorkin il a fait du théâtre, il a fait un peu de télévision, donc il a fait The West Wing, il a fait d'autres séries aussi. Il a retourné un petit peu dans le monde du théâtre, puis avant de revenir plus récemment dans le monde du cinéma. Et il a écrit notamment en 2010 le film The Social Network de David Fincher. D'accord. Ok. Ça c'est connu. Donc sur l'histoire de la création de Facebook. Là j'imagine que vous l'avez quand même vu celui-là. Yes. J'ai vu au ciné, oui. Donc, il a aussi écrit le film Steve Jobs de 2015, celui de Danny Boyle avec Michael Fassbender, qui est aussi un très bon film. Et puis il a aussi écrit et réalisé plus récemment Le Grand Jeu en 2017, avec Jessica Chastain, et Les 7 de Chicago en 2020, avec, qui est une production Netflix, dont on parlait un petit peu aussi lors de l'épisode 1. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est dramaturge à la base, donc il a un style très théâtral, il sait très bien écrire des dialogues, ce qui fait que les interactions entre les personnages qu'il écrit sont très fluides, et en fait toute cette expérience on va vraiment la retrouver dans The West Wing. Donc The West Wing, pourquoi je vous en parle ? Eh bien tout simplement parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup, qu'on m'avait recommandée il y a quelques années, et pour être honnête au début j'étais un petit peu réticent à me lancer dedans, parce que je me suis dit bon, c'est de la politique américaine, cette saison de 22 épisodes, ça va être long. Épisode de combien de temps ? 40 minutes, 40-45 Ah oui, minutes. en plus. Donc je me dis, bon, c'est quand même un investissement de temps, là. Eh bien, Oui, un petit peu, je suis très content d'avoir eu tort, parce que c'est une série qui est très très bien écrite, qui est plutôt claire, assez agréable à regarder, et avec des personnages très intéressants. Donc voilà, alors, la comparaison qu'on pourrait faire, évidemment, c'est House of Cards, comme tu disais, Glory, qui est aussi une série un peu orientée politique, qui a été créée par David Fincher, pas du tout, et produite par Netflix, dans laquelle... un petit peu politique, voilà. Donc c'est une série dans laquelle on poursuit le parcours politique de Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey. Et en fait, House of Cards, c'est plus du pur drame que du politique, parce que pour le coup, là, c'est pas du tout représentatif de la politique américaine. Et ça, c'est tout le monde le dit, ça c'est pas... Ah ouais ? C'est pas comme ça dans la vraie vie, Enfin, on tue pas des gens... la façon... alors, moi, voilà. c'est mon avis d'Européen qui n'est pas... que toi pas la politique américaine au jour le jour, mais de la façon dont c'est filmé, de la façon dont il te dit qu'il doit aller discuter avec tel député de la chambre des représentants de mon cul. Il y a un petit côté lobbyisme qu'on croit, quoi. On a l'impression que c'est vraiment que tel que c'est filmé d'un point de vue extérieur, comme je dis, que c'est assez réaliste finalement. On pourrait s'imaginer très bien que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Donc peut-être du coup c'est faux, peut-être, mais en tout cas... chapeau à eux pour avoir fait penser le contraire. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que, oui, pour le coup, le processus politique est plutôt réaliste, mais c'est plus ces événements qui se passent derrière qui ne le sont pas. Oui, c'est un peu En fait, tout c'est ça. Oui, après, c'est sensationnel, oui, mais voilà. Il y a un fond qui est vrai. Enfin, tout ça pour dire que... Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, The West Wing a quand même un certain degré de réalisme un petit peu sur tous les plans. C'est une série qui cherche à garder quand même une certaine authenticité sur le plan politique. Donc tout ça, je vais un peu le développer dans cette chronique, puisque The West Wing va vraiment suivre l'administration de la Maison-Blanche dans ses activités, tout en abordant plein de grands sujets de société et de politique, comme la religion, le racisme, l'éducation, la santé, la vie, la guerre, la vente des armes,
des problèmes de politique intérieure et extérieure, notamment de la diplomatie, des problèmes économiques, ou voire même parfois la vie privée de certains personnages. Et donc on va aussi aborder dans une telle série des problématiques sur le terrorisme, hein, notamment, parce que, comme je vous le disais, The West Wing, ça a été diffusé entre 99 et 2006. Et donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu les événements du 11 septembre. Donc dont on ne va pas détailler exactement, parce que je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre. Merci Valky. Il intervient pour faire ça. Il intervient, il parle pas pendant 10 minutes, un quart d'heure, et il intervient pour faire un bruit de... Il a su capter le moment. Non mais non. Mais y a C'est le naufrage de l'émission. un problème avec mes interventions. Bah non. Me semble bien. Et donc du coup, en septembre qui arrive, et du coup, que fait la série en réaction ? Eh bien, vu qu'en fait, il y avait eu seulement la saison 1 seulement avait été diffusée avant le 11 septembre, et la saison 2 devait commencer. Et donc, suite au 11 septembre, ils ont réalisé un épisode spécial un peu hors série, qui a été diffusé le 3 octobre 2001. Et donc, en espace de 3 semaines, ils ont écrit et réalisé un épisode sur le 11 septembre, dont les bénéfices ont été reversés à un fonds de soutien aux pompiers de New York. Donc c'est une réaction super rapide au 11 septembre, qui est super intéressante en soi à regarder, parce que c'est vraiment un coup d'œil sur la réaction à chaud de la société américaine et du secteur culturel sur ces événements. Donc historiquement, je pense que c'est un épisode qui peut rester, et qui peut être regardé en fait tout seul en fait. C'est vraiment un stand-alone, vu qu'il est hors série, il est vraiment pas dans le cadre de la série, et ça se présente en fait sous la forme d'un dialogue avec une classe de lycéens qui visite la Maison Blanche, et d'un arc tout autour d'un employé de la Maison Blanche qui est suspecté d'être terroriste. Donc c'est une super leçon de civilisation, super intéressante. Mais au-delà de ça, en fait, la série va être très vaste dans ses thèmes. Hein. Comme je vous disais, hein, religion, racisme, éducation, voilà. En tout cas, mais d'un point de vue, en fait, arc narratif, il y en a quand même assez peu. Ils sont souvent très généreux. Ça va être les élections, les grandes étapes du mandat du président des États-Unis. Mais sinon, on va quand même avoir quelques points d'intrigue qui vont rester sur quelques épisodes, et sur chaque épisode, on va avoir des petites intrigues qui vont rester dans l'épisode, hein, qui vont apparaître et se résoudre en fait en 40 minutes. Donc évidemment, c'est de l'écriture Sorkin, hein, ça s'enfile comme des petits pains, ou comme du gratin ou de la moussaka si vous préférez. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, puisque ça s'est très bien jonglé entre plein de sujets, avec humour et aussi du sérieux. Donc franchement, c'est de l'humour. C'est une petite pépite. Voilà, on apprend plein de choses. Donc vraiment, on peut aller de combats contre le Congrès américain, des nominations de juges à la Cour suprême, des conflits personnels, des incidents diplomatiques, et vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais pour toi, il faut donc, connaître un petit peu la façon dont est agencée la politique américaine, où on peut vraiment y aller... Justement, ça vulgarise un peu, ça... Bah, franchement, ça aide d'avoir quelques bases, peut-être sur la structure, en fait, du pouvoir américain, mais... si on sait juste qu'il y a un président, ça passe pas, il faut quand même en savoir plus. Bah, si tu sais qu'il y a un président, un congrès, tu t'en sors. En fait, t'as pas besoin de savoir exactement tout le détail du fonctionnement, quelles sont toutes les entités américaines qui existent, comment fonctionne le gouvernement exactement. C'est quand même plutôt bien introduit. Et même si tu regardes plusieurs épisodes, tu comprends un petit peu le fonctionnement au fur et à mesure. C'est quand même assez accessible. Ouais, c'est aussi fait dans ce sens, sûrement. C'est ça, ouais. C'était aussi le but, et c'est ça ce qui va faire le succès de la série aussi, et son succès critique, c'est que ça a beaucoup participé à vulgariser la politique américaine à l'époque. Parce que justement, moi, je reviens sur House of Cards. Je sais qu'au début, ça m'avait un peu bloqué toutes les strates politiques qui y sont décrites. Bon, après, ça passe. Effectivement, quand tu commences à comprendre, mais d'un point de vue externe, hors du pays, hors des États-Unis, je sais que ça m'avait un peu bloqué. Bon, je suis passé outre et finalement la série était très bien. Mais peut-être que ça me ferait le même effet aussi pour cette série-là. C'est un avis personnel. Franchement, je pense pas, parce que je trouve aussi que le début de House of Cards, c'est compliqué, parce qu'on te balance dans l'univers du Parlement américain, sans vraiment l'introduction, sans explication. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc tu comprends pas forcément les rôles de chacun là-dedans. Et c'est pas trop le cas de The West Wing, qui en fait suit vraiment juste l'équipe qui travaille dans la Maison Blanche. Donc c'est beaucoup de dialogue, de relations entre les personnes, et plus que de la politique en fait. Donc en fait, en suivant les personnages dans leur travail, tu comprends un petit peu ce qu'ils font. C'est beaucoup plus accessible, et il y a vraiment une qualité d'écriture là-dedans qui fait qu'on a plus de facilité à comprendre que sur House of Cards, je trouve. Et ça souffre pas non plus peut-être du too much House of Cards. Moi je sais que j'ai décroché House of Cards à cause de ça, quoi. C'est too much, quoi. À la fin, on n'y croit plus, en fait. Bah c'est ça, pour le coup, non.
C'est ça, c'est que comme en fait les sujets tournent et que les personnages tournent aussi, tout ça je vais vous parler un petit peu de la structure de la série un peu plus tard, justement j'y arrive, on n'a pas le temps de se perdre. Parce que voilà, plus concrètement en fait cette série, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on suit alors c'est pas une série qui suit un seul personnage principal qui serait le président des États-Unis, parce que c'est ce qu'on appelle une série chorale. Donc c'est pas une série où les gens chantent, c'est pas comédie musicale en fait depuis le début. Donc voilà, tout ça en fait, c'est une série chorale parce que c'est tous les personnages de l'équipe du président des États-Unis participent, ils sont tous impliqués, tout est centré sur cette équipe, leur travail, leurs interactions, leurs décisions. Et ne serait-ce que pour donner l'exemple, en fait, le pilote de la série, donc le tout premier épisode, le président n'apparaît pas, sauf dans les 2 dernières minutes. Il apparaît littéralement à la fin de l'épisode pour faire coucou, salut, tout va bien. En fait, tout l'épisode suit l'équipe derrière et pour voir un petit peu ce qu'ils font, et on ne voit pas le président. Alors que ce serait peut-être le truc qu'on attend. Quand on est à la Maison Blanche en fait, voir le président, voir ce qu'il fait, ce qu'il travaille, et ben non, là on voit son équipe, et c'est ça, donc on n'est pas caché derrière un personnage, on n'est pas vraiment cantonné à un seul point de vue, et c'est ça, c'est plutôt cool, parce que ça fait qu'on va avoir des épisodes qui vont être plus centrés derrière un personnage ou un autre, et du coup c'est assez dynamique, on n'est jamais, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière un seul des personnages. Et en parlant de personnages, sans transition, je vais peut-être vous en présenter quelques-uns. Donc on a un cast très varié, quand même, donc c'est des acteurs qui sont quand même un petit peu connus, mine de rien, quelques-uns. Enfin, j'ai perdu espoir, c'est bon, vous connaissez pas Few Good Men. Mais voilà, quand même des acteurs qui sont un peu connus, qu'on a vu dans d'autres films ou d'autres séries depuis ou avant. Et pour commencer, le président qui s'appelle Josiah Bartlett, qui est interprété par Martin Sheen en bon français, qui est un très gros acteur. Ça me parle, Martin Sheen. Martin, non? Martin, ça me parle. Martin, ouais. Eh bien, tout simplement parce que Martin Sheen, c'est le personnage principal dans Apocalypse Now. Vous faites très bien les gens surpris qui apprennent des choses. Je n'ai jamais vu ce film. Serait-il né le 3 août 1940 à Dayton, en Ohio, aux États-Unis? Mesurerait-il 1m70 et serait-il marié à Janet Sheen? Eh bien, peut-être c'est même le papa de Charlie Sheen, qui est de mon oncle Charlie. Bah oui. Évidemment. Et d'ailleurs, petit fun fact sur Martin Sheen, il a prêté ses traits à un personnage de jeu vidéo. Ses traits et sa voix, et c'est un jeu que vous connaissez sans doute, puisque Martin Sheen, c'est l'homme trouble dans Mass Effect. Mais non. Et si. Attends, la voix ou le visage ou Les deux. Visuellement, le personnage est basé sur l'acteur et sa voix aussi. Enfin, sa voix, c'est lui qui double le personnage. J'ai remarqué. En anglais, en tout cas, pas en français. Ah oui. Ah oui. Tu vas le qui a ouvert Google. Oui. Voilà, l'homme trouble dans Mass Effect, eh bien, c'est le président des États-Unis dans The West Wing. Voilà. Oh là là. Ça donne envie de regarder. Bah, quel glow-up, j'ai envie de dire. Le gars est passé de Apocalypse Now à Mass Effect. Alors, oui, pour ceux qui n'ont pas joué à Mass Effect, l'homme trouble, c'est pas parce qu'il a un problème de vue ou autre, c'est juste. Il porte pas ses lunettes. Mais je crois que le JDG a déjà fait la blague, on peut pas refaire la blague. C'est trouble cette histoire. Donc voilà, Martin Sheen, le président dans The West Wing, qui s'appelle Josiah Bartlett. Et donc initialement, il devait pas être présent trop dans la série, ça devait être vraiment juste un caméo pour 4 épisodes dans la saison 1. Il devait s'effacer après, mais finalement, suite au pilote, il a été complètement intégré à la série, il est présent dans tous les épisodes. Et donc c'est un personnage haut en couleur qui a reçu un Nobel d'économie, c'est un homme qui est très cultivé, charismatique, et qui aime beaucoup partager ses connaissances et faire de longs discours un peu moralisateurs. Voilà, un personnage très intéressant, voilà. À ses côtés, on a son Chief of Staff, ou en français, le secrétaire général de la Maison-Blanche, donc littéralement le numéro 2 de la Maison-Blanche, et pas le président, qui est Leo McGarry, qui est un politicien d'expérience interprété par John Spencer. On a ensuite Josh Lyman, qui est le secrétaire général adjoint, qui est interprété par Bradley Whitford, que vous l'avez sans doute vu plus récemment dans un film qui s'appelle Get Out, de Jordan Peele, qui est un super film d'horreur. Ah oui, ça me parle. Josh Lyman, qui est un personnage plutôt arrogant, mais plutôt amusant et surtout très compétent dans ses fonctions. On a également Claudia Jean Craig, dite CJ, pour ses initiales, CJ Craig, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, interprétée par Allison Janney, que l'on va suivre dans ses conférences de presse et dans le contact qu'elle va avoir avec les journalistes qui couvrent la Maison-Blanche. On va avoir également Toby Ziegler, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, qui est lui interprété par Richard Schiff. Toby, c'est un des personnages les plus intéressants de la série, aussi un des plus complexes, parce que c'est quelqu'un qui est très calme, très pragmatique, mais qui est surtout capable de se mettre en colère et de s'investir dans vraiment tout type de cause. C'est un personnage qui a l'air souvent un peu aigri, d'ailleurs on le voit sourire que 27 fois au cours de la série, donc en cette saison ça fait pas beaucoup.
Mais personnage très intéressant parce que comme c'est le plus sérieux un peu du lot, il va souvent être confronté aux intrigues les plus sérieuses. Par exemple, rien que dans la première saison, il va devoir être confronté à des thématiques comme la peine de mort ou le manque d'accompagnement des vétérans par le gouvernement. Ce genre de choses. Donc vraiment un personnage intéressant qu'on va avoir pas mal évolué et qui est souvent en proie à des conflits internes dans ses fonctions, et donc c'est vraiment intéressant. On a également comme personnage Sam Seaborn, qui est le directeur communication adjoint aux côtés de Toby, qui est interprété par Rob Lowe, qui lui aussi était une tête d'affiche à l'époque, parce que c'était un acteur qui montait pas mal, qui est quand même pas mal descendu depuis, et qui a un petit peu eu du mal à monter plus haut. Donc Sam, c'est un grand idéaliste qui écrit les discours du président. Et enfin, dernier personnage principal, c'est Charlie Young, qui est interprété par Dooley Hill, qui est recruté lors de l'épisode 1 pour être l'assistant personnel du président. Et justement, Charlie, c'est un peu pratique, parce que quand on est lancé dans l'épisode 1, c'est pas l'installation du président au pouvoir. Ils sont déjà installés, il a déjà son gouvernement, l'équipe est déjà formée. Il y a juste Charlie qui arrive et qui est mis à son poste. Et donc, en fait, on est un peu lancé dans l'univers de la série par Charlie, à qui on va faire découvrir un peu tous les personnages. Et donc, Charlie, c'est un jeune noir américain qui cherche à subvenir aux besoins de sa famille, et donc qui cherche un petit job, et puis qui se retrouve un petit peu propulsé aux côtés du président. Ça va, un petit job donc sympa. voilà. Hein. Petit job, c'est honnête, ouais. Bah en fait, oui, il postulait en fait à un poste de... Dentiste. Il voulait distribuer le courrier à la Maison Blanche, et puis... dentiste. Et puis en fait, il a été mis là, voilà. Mais c'est un point d'intrigue qui est découvert un petit peu par la série à un moment, donc j'en parle pas trop, j'évite de spoiler au maximum. Et voilà, encore des emplois fictifs, Voilà. mais c'est pas possible. T'as vu comment je pointe sans le savoir les défauts de la série, Voilà. ou pas les défauts plutôt, mais les intrigues. Bande de touristes. Non, mais un peu l'arrivée de Charlie là, à ce poste, en fait, c'est couvert un petit peu dans les dernières saisons, donc c'est pas un point d'intrigue intéressant, trop intéressant en tout cas. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les personnages principaux. Il y a aussi tout plein de personnages secondaires, plus ou moins récurrents. Et donc on a vraiment un florilège de personnages très nombreux, qui sont intéressants, ils se complètent un peu tous. Et surtout, on va vite s'y attacher, parce qu'ils vont pas mal se développer au fil de la série, et donc on va un peu... on va s'y attacher. Après, la critique qu'on peut faire à ces personnages, c'est que c'est un peu des personnages fonction, en fait. Ils ont plus un rôle qu'une personnalité, puisqu'on va assez peu les connaître en dehors de la Maison Blanche. Surtout les personnages secondaires qui, en fait, dans cette série, vont souvent avoir la tendance à disparaître tout d'un coup, en fait. Dès que, en fait, ils ont fini leur fonction, pouf, ils disparaissent, et puis genre le lendemain, ils sont plus mentionnés du tout, quoi. C'est un petit peu ça arrive souvent à plusieurs personnages. C'est un peu dommage pour certains. Ils sont pas trop clichés non plus. Genre, Non, pas... ils sont pas clichés, mais c'est juste qu'en fait, voilà, ils apparaissent, ils font leur boulot, et puis pouf, ils disparaissent, alors qu'ils avaient l'air d'être hyper impliqués et tout. Genre, Alors, est-ce que le cuisinier de la Maison Blanche est gros? C'est ça la question. Je crois pas qu'on le voit en fait. Oh, ça c'est... je ne regarderai pas cette série. Voilà, ça c'est vraiment on pourrait critiquer, quoi, ça montre pas les petits gens, quoi, en fait. Ah voilà, oui. Bah mais non, juste les politiques. Mais donc voilà, donc je vous ai quand même cité pas mal de personnages, en tout cas rien que les principaux, j'en vous en ai cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, vous pouvez Et, tous me les reciter, s'il vous plaît. Allez, petit interro. Charlie il est noir, et c'est l'assistant. Voilà. Daenerys Targaryen. Non, elle est pas noire. Elle. Presque. Ah. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages et ils vont beaucoup interagir, beaucoup discuter, puisque vraiment le dialogue c'est la spécialité de Sorkin. Et donc la grande problématique c'est comment est-ce qu'on rend ça intéressant, surtout que c'est un peu de la politique, parce qu'en vrai, quand vous y pensez, vous avez 2-3 personnages qui vont interagir, discuter, et qui vont devoir faire un peu d'exposition, présenter ce qu'ils font, qui vont parler de législation, de stratégie politique. Est-ce que vous pensez que genre assis dans un bureau à faire des chants contre chants, ça risque pas d'être un petit peu ennuyant comme technique de cinéma? Bah voilà. C'est ça le truc. Et du coup, en fait, et c'est là, en fait, la marque de fabrique d'Aaron Sorkin, c'est... Les GoPro avec effet fisheye. C'est ça. Ils ont tous un casque GoPro, et puis ils se déplacent, et puis ils discutent comme ça à la première personne. Ce serait pas mal. Les concepts. Donc, voilà Aaron Sorkin qui va donc mettre en place sa méthode phare qu'il va employer dans plusieurs de ses films. C'est le walk and talk, le parler en marchant. Alors c'est très simple, hein, c'est un personnage quand il va devoir, aller discuter avec un autre personnage à l'autre bout de la Maison Blanche, et ben il va devoir se déplacer. Voilà. Et donc plutôt que de passer sous ellipse ce déplacement,
et ben on va vraiment le voir marcher du point A au point B. Il va être suivi par une caméra, et puis en fait, au fil de son déplacement, il va être rejoint par un personnage qui va venir parler pendant sa marche, et puis qui va sortir de la scène après, puis il y en a un autre qui va rentrer pour discuter, etc., pendant le déplacement. Et puis au fond, vous allez voir les gens qui travaillent, qui se déplacent aussi, et donc voilà, c'est très dynamique, et c'est vraiment un peu théâtral comme technique. Ça rend tout dynamique, ça bouge, ça parle, et ça fait qu'on s'ennuie pas en fait en regardant les épisodes. C'est pas trop statique. Bien que ce soit dans des bureaux et que ça sente pas beaucoup de la Maison Blanche. Aucun discours ou presque qui sont devant un bureau ou ce genre de choses. Il y en a quand même, hein, mais c'est juste que le walk and talk, vous allez le voir vraiment plusieurs fois dans chaque épisode. C'est vraiment la méthode phare en fait d'exposition dans cette série. Et ça suffit vraiment que les gens marchent pour donner de la dynamique à la scène réellement? Bah honnêtement oui, parce que en vrai, sur cette saison, enfin en tout cas, c'est une série que j'ai regardée plusieurs fois en fait, The West Wing, pour pas vous le cacher, et j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer parce que ils passent pas leur vie à marcher non plus. Hein. Il y a des scènes statiques ou dans un bureau. Hein. C'est pas genre voilà, c'est le marathon wing finalement. Non, vraiment, ça fait que vraiment, on a l'impression qu'il se passe des choses, que c'est vraiment dans l'action en fait. Il se déplace, il récupère un papier sur un papier, regardez, il a pris un papier. Arrêtez, voilà, il discute, il y a des gens qui viennent, qui sortent, et ça fait vraiment genre t'as l'impression que c'est vraiment animé, qu'il y a vraiment beaucoup de travail, vraiment ça s'arrête pas quoi. Bah du coup ça m'intrigue en fait ton histoire. Voilà, bah tire à voir peut-être un ou deux épisodes pour voir ce que ça rend, mais voilà, vraiment c'est assez surprenant en fait au début, puis en fait au fur et à mesure ça s'intègre bien dans les épisodes, et ça prend pas mal de place comme méthode de tournage. Et ça marche. On dirait que c'est une méthode révolutionnaire, mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup dans les séries. Bah non, c'est pas si révolutionnaire que ça. Je pense que c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est juste que Sorkin l'utilise beaucoup en fait dans ses films et dans ses séries. Donc voilà, tout ça fait qu'en fait c'est un peu difficile de vous passer des extraits, parce qu'une série comme The West Wing c'est avant tout très visuel, ça dépend souvent beaucoup d'un contexte, d'un jeu d'acteur, d'un déplacement, et donc à l'oral uniquement c'est difficile de vous trouver un passage à vous présenter. Du coup, surtout quand il dit regarde j'ai acheté de nouveaux bâtons de marche, on va pouvoir parler du bien longtemps maintenant. Voilà, maintenant on va aller déposer notre loi au Congrès, allez viens. Oh regarde ma nouvelle gourde. Quand il neige, oh regarde j'ai des raquettes, c'est génial, on va pouvoir discuter de politique ce soir. Genre, on va se promener autour du parc et on va discuter de politique. J'ai repéré des nouveaux canards. Donc voilà, donc je vais vous passer, je vous ai quand même trouvé deux petits extraits à vous présenter. Pour le quota. Voilà, parce qu'il faut bien quand même que je vous passe des petits bouts, juste pour vous donner un petit avant-goût, une petite mise en bouche. Oui, parce que jusque-là, je m'emmerde, hein, vraiment. Donc je vous passe des extraits en VF, évidemment, mais c'est la VO, c'est mieux. Et d'ailleurs, d'extraits VF que j'ai ripé moi-même sur mes DVD, parce que c'est impossible à trouver en ligne. Voilà, je vous remercie, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sinon, il faudra un abonnement Canal pour les voir sur Internet. Donc voilà, je vous propose de Pardon. Je vous propose de commencer par un moment un peu drôle, un peu cocasse d'ailleurs, qui est un extrait de l'épisode 15 de la saison 1. C'est un épisode où Josh, donc le secrétaire général adjoint de la Maison Blanche, en gros fait une espèce de conférence dans une université où il présente un peu une semaine type à la Maison Blanche, et donc il raconte sous forme de flashback ce qui s'est passé pendant une semaine. Et donc dans ce qu'il raconte, il dit la porte-parole de la Maison Blanche, CJ, avait un rendez-vous chez le dentiste. Et puis elle est revenue, et puis elle a parlé un peu comme ça parce que le dentiste il lui a fait une anesthésie et genre elle peut plus parler. Et donc elle peut pas faire sa conférence de presse, elle est un peu embêtée. Et donc elle dit moi je vais l'annuler, ou je vais demander à quelqu'un d'autre, ou je vais demander à Sam le dire comme adjoint de la faire. Et puis Josh, comme il est un peu arrogant, il dit non t'inquiète, je vais faire ça tranquille. De toute façon on peut pas l'annuler ces conférences, on a trop de mauvaises nouvelles en ce moment, faut vraiment qu'on reprenne le dessus. Les questions une par une. Josh, Mike, à quand remonte la dernière cigarette du président? vous tenez vraiment à ce que votre seule question soit aussi débile? Ce n'est pas une question débile, Josh. Si le président a l'intention de poursuivre sa lutte farouche contre le tabac, pourquoi serait-il stupide de vous demander si lui-même est un fumeur ou un non-fumeur? Le président ne fume plus depuis longtemps. Pourtant, il m'a tapé une cigarette sur Air Force One, il y a 2 jours. Oh mon Dieu. Bon, alors, Jonathan. Vous ne voulez donc pas répondre à la question de Cathy? Je vais réfléchir. Danny? Josh, les économistes craignent que la régression constante du chômage ne finisse par influer sur les salaires, à savoir les faire grimper. Le président s'inquiète-t-il du fait que cela risque d'entraîner une résurgence de l'inflation?
Laissez-moi souligner que le président est on ne peut plus heureux que le chômage vienne encore de reculer de 0,5%, avec comme résultat... Je suis sûr que nous partageons tous la joie du président. Mais j'aimerais savoir si le président a un plan pour combattre l'inflation résultante. Le président fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'économie forte qui a permis de créer des millions de nouveaux emplois et d'augmenter la productivité et de paralyser l'inflation. Mais il n'a aucun plan établi concernant l'inflation proprement dite? Sachez que les 24 conseillers qui sont aux finances ont tous leur doctorat. Ils ont un plan pour combattre l'inflation. Est-ce que la raison pour laquelle vous ne voulez pas en parler est qu'il est secret? Oui, Danny, on a un plan secret contre l'inflation. Oh mon Dieu. Ah, la boulette, le con. En 2 minutes de conférence, il annonce un plan secret contre l'inflation. Bon, bref, évidemment, il s'est fait rouler dessus par les journalistes. C'était vraiment, il avait vraiment un plan secret. Ça semblait. Ah non, c'était un peu ironique, mais bon, t'es face à des journalistes. Oui, c'est un peu con. Ah, la boulette. En effet. Donc voilà, d'ailleurs en fond, CJ qui avec sa bouche embourbée qui revient pas du désastre. En même temps, il passe vraiment pour un gros teubé là. Ah oui, bah oui. Voilà, mais en fait c'est parce que Josh c'est quelqu'un qui c'est le personnage qui est comme ça, il est un peu exaspéré par les gens qui sont pas sur le même niveau que lui, pour ainsi dire. Mais bon, en fait, c'est pas quelqu'un qui est confronté aux médias et donc il sait pas trop comment gérer ça. Et donc évidemment, a priori, oui. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en 2 minutes, il arrive à faire n'importe quoi. Bon, évidemment, il va se faire un petit peu remonter les bretelles, mais bon, ça ira, sera résolu dans l'épisode, tout va bien, il sera pas viré. Et voilà, je vous propose un deuxième extrait, qui est un extrait cette fois de l'épisode 3 de la saison 2. Et cette fois, c'est un petit passage du président Bartlett lui-même, dans un moment Bartlett typique, vraiment un discours un peu moralisateur. Et ici, en fait, il va complètement remettre quelqu'un à sa place. Dans cet épisode, il y a un dîner qui est organisé à la Maison-Blanche, avec, il me semble, quelques personnalités du monde de la radio, dont notamment une chroniqueuse radio que Bartlett n'apprécie pas, parce que cette personne a des prises de position assez archaïques avec lesquelles il n'est pas d'accord. Bon, évidemment, ses collaborateurs lui ont dit « Bon, écoutez, ne dites rien de mal ». Donc le dîner est sur le point de commencer. Bartlett entre dans la salle. Tout le monde se lève, évidemment, parce que bon, le président rentre dans la salle, tu te lèves parce que c'est le président des États-Unis, sinon il te balance les militaires à la tronche. J'ai les codes nucléaires. Est-ce que vous me connaissez? Non. Donc tout le monde se lève et Bartlett se lance dans un petit discours pour les accueillir. Et puis il se rend compte là qu'il y a cette petite chroniqueuse qui ne l'apprécie pas, qui est restée assise. Donc il commence par l'ignorer, mais ça le dérange un petit peu. Il balbutie un petit peu dans son discours. Et puis finalement, il se lance dans cette petite tirade à sa destination. Et donc je vous propose de savourer ça tout de suite. Excusez-moi, docteur Jacobs. Vous êtes docteur en médecine? J'ai un doctorat. Un doctorat? Oui, monsieur. En psychologie? Non, monsieur. En théologie? Non. En sciences sociales? J'ai un doctorat en littérature anglaise. Je vous demande ça parce qu'à la radio, on vous appelle pour avoir des conseils et comme dans votre émission, on vous appelle Dr Jacobs, j'étais en train de me demander si vos auditeurs s'y retrouvent et s'ils ne croient pas que vous avez fait des études supérieures en psychologie, en théologie ou en médecine. Je suis persuadée qu'ils s'y retrouvent, monsieur. Bien, j'adore votre émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le président, c'est la Bible. Oui, c'est juste, dans le Lévitique. 18-22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que j'y suis autorisé dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en 2e année de fac, parle l'italien et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander? Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question? Mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police? Encore une question vraiment importante. Parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football? Et l'équipe de Notre-Dame? Et celle de West Point? Tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ? Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de 2 espèces de tissus? Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous. Encore une chose. Au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignards coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis. Ah voilà, le moment Bartlett typique, comme il y en aura plusieurs dans la série. Un président qui a beaucoup de réparties. Ah ouais, il a du répondant quand même. Ah bah ça, c'est clair. D'ailleurs,
Après cette réplique, hein, évidemment, petit silence, et puis elle se lève discrètement, hein, parce que... Et le personnage secondaire disparaît de la série. C'est même pas un personnage secondaire, c'est juste une apparition dans un épisode, personnage qui n'existe pas sinon. Et donc plus sérieusement, peut-être plus en profondeur, il y a un arc qui est assez important dans les 2-3 premières saisons, qui va tourner notamment autour de la santé du président Bartlett. Alors, je me permets ce petit spoil parce qu'on l'apprend au cours de la saison 1, c'est pas quelque chose qui est caché au détour d'un cliffhanger ni rien. On apprend au cours de la saison 1 le président est atteint d'une maladie grave, qui est une sclérose en plaques. Donc c'est un secret qui est super bien gardé et qui n'a été dévoilé à personne. En fait, personne n'est au courant, seulement 16 personnes sont au courant, savoir ses médecins, sa famille, le vice-président des États-Unis, évidemment, et puis Léo, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Et donc au cours de la saison 2, il y a un épisode où en fait Léo va convaincre le président d'informer Toby, donc son directeur communication, de sa maladie. En lui disant, écoute, Toby, c'est celui qui te jugera le plus difficilement, mais c'est aussi celui qui te défendra le mieux. Et donc ça donne un épisode qui s'appelle 17 People, 17 personnes en français, parce que Toby, ça va être la 17e personne qui est mise au courant de cette maladie du président. Et donc Toby va être confronté et torturé par cette nouvelle, il va essayer de justifier ce comportement, parce qu'il a du mal à le comprendre. Il va y avoir aussi quelques petites intrigues qui vont se dérouler dans l'épisode, et ça donne en fait un épisode qui est super bien structuré, qui est hyper grave, mais aussi hyper intéressant en fait à voir. Et si je vous parle de cet épisode, parce que il y a quelques mois, j'étais tombé en fait sur un site web, à savoir 17people.com, du nom de l'épisode, qui a été réalisé par un graphiste du nom de John White, qui a réalisé une super infographie qui découpe tout l'épisode, et c'est plutôt intéressant à lire, même si vous connaissez pas la série, parce que vraiment il va essayer de découper toutes les intrigues, voir un petit peu ce qui fait un peu leur attrait, comment c'est géré, donc c'est super intéressant, donc le site est pas mal à lire, il est plutôt abordable en plus, et bon évidemment si vous préférez regarder l'épisode et la série c'est mieux, mais le site donne un bon avant-goût de comment est fait un épisode de The West Wing, comment il se décompose. Et puis il y a aussi surtout un épisode dont je ne peux pas ne pas vous parler, parce que dans The West Wing, il y a un épisode en fait, qui est personnellement dans mon panthéon des meilleurs épisodes de série de tous les temps. Je pense que si je vous parle de série, il y a peut-être une série ou un ou deux épisodes qui vous parlent plus en fait, qui vous ont plus marqué que d'autres. Je sais pas si vous avez des exemples. Ça va spoiler grave, mais oui. Non mais genre tu peux juste citer l'épisode sans forcément... Les Noces pourpres. Hein. Les Noces pourpres, ouais. Vikings, saison 3, s'il y en a qui ont vu, ils savent ce qui s'y passe, voilà. Mais voilà, en fait on a tous ces épisodes un peu chocs ou un peu phares qui sont qui nous marquent un peu et en fait qui vont nous rester dans la tête. En fait quand on pense à la série, on va penser à cet épisode-là. Et encore, moi je dis les Noces pourpres, mais il y a juste une scène, hein, parce que je crois, je me rappelle absolument pas du reste de l'épisode, hein, c'est random, Game of Thrones. Voilà, parce que bon personnellement, en fait, j'ai 3 épisodes qui sont en fait sur un podium en fait, qui sont les épisodes parfaits de série en fait chez moi. Moi, j'ai un des derniers épisodes de Breaking Bad qui est Ozymandias. C'est une drôle de chose chez toi quand même. Voilà, en fait chez moi c'est ça. J'ai un mur en fait où j'ai les posters. J'ai Ozymandias de Breaking Bad et The Constant de Lost. Mais bon, je vais pas vous parler de Breaking Bad ni de Lost, hein, donc je vais pas en parler. Bref. Et donc dans The West Wing, vous avez l'épisode 22 de la saison 2. Donc c'est le dernier de la saison et c'est un pur chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un épisode qui s'appelle Two Cathedrals, donc 2 cathédrales en bon français. C'est un épisode qui cette fois est plutôt centré sur le président Bartlett. Et pourquoi c'est un super épisode ? En fait c'est parce que c'est un épisode où il est à son plus bas. Tout au long de la série, en fait on le voit comme ce personnage un peu inébranlable, pas imperturbable, comme on l'a pu le voir dans cet extrait précédent. Et là en fait il est contraint à une remise en question sur sa foi, sur sa vie, son passé, ses convictions et même sa place au pouvoir, parce qu'il y a eu plusieurs événements lors des 2 premières saisons et les épisodes juste avant, qui le bouleversent. Et en fait, il est un peu en doute. Il ne sait pas s'il a encore sa place à la Maison-Blanche, et s'il peut se présenter à sa propre succession, parce que les élections arrivent bientôt. Et donc voilà, c'est un épisode de remise en question totale pour le personnage, et non seulement l'écriture va être impeccable, mais la réalisation va aussi être vraiment impeccable. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Quoi. C'est ça. On va notamment avoir une scène un peu vraiment mythique où Bartlett va faire un monologue dans une cathédrale, super touchant et très émotionnel contre Dieu et aussi par extension contre son propre père, dans lequel il se demande en fait pourquoi il subit en fait toutes ces épreuves et pourquoi ça se répercute sur ses proches, alors que lui en fait essaie d'être une personne, d'agir bien
et d'améliorer la vie des gens en fait de par son poste de président, et qui sait pas quoi faire de plus. Et donc en fait ça se termine par il décide en fait de reprendre son destin entre ses propres mains, et c'est un moment qui redéfinit complètement le personnage. Et l'épisode va se terminer sur une séquence incroyable que je ne vais pas vous spoiler, mais qui est en fond musical à du Dire Straits, donc c'est plutôt cool. Et l'épisode va nous laisser sur un cliffhanger qui est un cliffhanger, mais pas vraiment, parce qu'en fait on va connaître la résolution de par l'évolution du personnage de Barclay dans l'épisode. Par son comportement, son attitude, on sait où va le personnage. Il a changé de point de vue, il a changé vraiment de motivation. Et c'est un peu difficile de rendre justice à cet épisode en quelques minutes comme ça, juste à vous le présenter. Mais j'espère au moins que ça peut susciter un peu de curiosité, parce que c'est vraiment un épisode qui est une masterclass d'écriture, de mise en scène et de jeu d'acteur. Comme toute la série d'ailleurs, mais cet épisode en particulier. Voilà. Bah écoute, ça donne envie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait que je vous dis pas sur The West Wing, parce que j'ai pas envie de dévoiler trop de points de scénario. Il y a des choses qui sont assez marquantes et qui sont bien à découvrir. Et voilà, volontairement je vous dis pas tout. Je vous ai quasiment rien dit qui excède la saison 2. Parce que comme ça, si ça motive quelqu'un à se lancer, j'aurais donné le moins d'infos possible. Et tu disais qu'il y a combien de saisons en tout ? Il y en a 7. 7. Donc vous doutez bien que s'il y a cet épisode, c'est qu'il a été réélu. Hein. Je veux pas spoiler, mais bon, si à la fin de la saison 2, il pense à sa réélection... c'est raté, du coup. Zut. Bah voilà, merci. Putain, ça dégoûte. Je la regarderai pas. Eh ben, désolé. En vrai, ça donne vachement envie. Moi, je m'y jetterai... Je regarderai au moins l'épisode 11 septembre, et puis si j'accroche, pourquoi pas ? Eh ben écoutez, vous pas me direz si ça vous plaît, hein, parce que c'est quand même une super série. On pourra en parler, on pourra accrocher des posters dessus des chiottes, voilà. Ça va super. Non, pas dans les chiottes, tu mets pas The West Wing dans les chiottes, s'il te plaît. Non, mais voilà, c'est une série qui, même si elle est un peu romancée, idéaliste, en fait, elle a vraiment été saluée pour son réalisme, parce que déjà les décors sont très proches de ceux de la Maison Blanche, au point que ils peuvent pas être visités, en fait, pour des raisons de sécurité. Ah merde. Et puis il y a des spécialistes et des professeurs de sciences politiques qui ont vraiment salué la série pour son approche quant aux questions qui sont abordées, et car même si c'est du divertissement, ça a quand même beaucoup contribué à éduquer le public au fonctionnement du gouvernement américain, à l'appréhension de certains sujets de société et de politique. Et parfois c'est même utilisé comme support pour les étudiants. Voilà. Donc la série a aussi beaucoup été récompensée, elle a reçu 26 Emmy Awards au long de sa diffusion, ce qui a d'ailleurs été le record d'Emmy Awards pour un drame télé jusqu'à Game of Thrones. Donc voilà, c'est quand même notable. Putain, c'est ouf, quoi. Ce qui fait pas si connu que ça. C'est ça, c'est qu'en fait c'est une série qui est plutôt culte aux États-Unis, enfin du côté américain, qu'on connaît assez peu en Europe malheureusement, alors que c'est franchement une super série qui se regarde plutôt bien. C'est assez abordable, c'est agréable, c'est très bien écrit. Voilà, c'est Aaron Sorkin, hein, c'est du génie. Hein. Oui. Et voilà, et en fait, voilà, c'est un monument télé qui traite son sujet avec beaucoup de bienveillance et qui est vraiment très agréable à voir. Et en termes d'écriture, voilà, c'est vraiment comparable à Breaking Bad, qui est personnellement ma série préférée en termes d'écriture, de mise en scène et de jeu d'acteur. Hein, et vraiment, The West Wing, ça égale Breaking Bad dans mon cœur. Voilà. Et c'est bien mieux que House of Cards, qui est bien aussi, mais pour d'autres raisons. Voilà, donc là j'espère que ça vous aura plu les potos, et que peut-être que vous aussi vous irez voir, jeter un petit coup d'œil à cette petite série. Bah, je pense sincèrement que je vais y jeter un coup d'œil. Eh bien très bien, j'ai bien vendu mon truc, j'irai chercher mon cachet. Tu vas pouvoir retirer ton chèque, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà, Super. bien merci. Bah très bien. Je range mes petites fiches, et puis je m'en vais vu que j'avais dit que je poudais. Ah oui. Allez. Bah reviens parce qu'on va jouer après. On va jouer à quoi ? On va jouer au jeu de rôle. Au jeu drôle. Exactement. J'adore rire. Trop bien, j'ai sorti les billets de Monopoly. L'humour. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Squalala, nous sommes partis. Et oui, du coup, ce soir, je vous propose de parler de jeux de rôle. Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Tout simplement parce que ça fait, je pense, 1 an et demi, j'ai eu le timing parfait, je suis replongé totalement dans le jeu de rôle, et ma passion a été coupée net par le Covid, mais bon, tant pis. Heureusement qu'il y a la visio. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, là, on reparle du jeu de rôle, on repratique le jeu de rôle. Les gens qui avaient arrêté
quand j'étais au lycée, commence aussi à s'y remettre doucement. Donc j'avais envie de présenter cette pratique, et ce qui fait que pour moi c'est vraiment un jeu de société complètement à part, et aussi sa diffusion sur les internets. Et la petite question que je voulais pour commencer, est-ce que vous avez déjà joué au jeu de rôle, et si oui, lequel? Voilà. Le loup-garou. Le loup-garou est considéré comme un jeu de rôle, vraiment? Un jeu de rôle sans maître du jeu, ouais. Moi j'en ai déjà fait, c'était à thème Star Wars, avec des figurines et tout, des plateaux, c'était stylé. Ah oui, quand même, avec l'attirail et tout ça. Quoi. Avec l'attirail, ouais. Et en gros, on se voyait en début d'après-midi, et en après-midi, en fait, on avait toutes sortes de figurines Star Wars, c'était des mini-figurines en peintes et tout, à la main. Et en gros, on modifiait et tout pour faire ce qu'on voulait, tu vois. Donc t'enlevais la tête d'un perso que t'avais besoin parce que tu faisais telle espèce de Star Wars. Enfin voilà quoi. Putain ouais, cool. Trop bien. Et personnellement, oui, sur plateau aussi, par contre, je ne saurais pas du tout redire le nom du plateau en question, le nom du jeu. C'était pas du Donjon et Dragon, tout simplement? Bah, je crois bien que si, ouais, je crois bien que si. Mais je veux pas assurer. Et Anthony. Ah bah, tu vas avec toi. Évidemment, évidemment. Ah oui, que avec moi? Ouais, sinon, non. Moi, je trouve que c'est un truc de naze. Donc je joue seulement avec toi. C'est un truc de nerd. C'est un truc boutonneux. Mais en fait, vu que je suis pote avec toi, en fait, c'est pour faire plaisir, tu vois. Je m'intéresse à ce que tu fais, Gibon. C'est pour ça. Ça sent fort la transpiration. Ah, mais voilà, c'est un truc... Ah bah c'est clair, hein. C'est un truc de mal boutonneux. Je vais rapidement faire une petite présentation de ce qu'est le jeu de rôle pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément. Mais en fait, le jeu de rôle, c'est ce que je disais, un jeu de société avec des joueurs qui vont incarner des personnages qu'on appelle personnages joueurs ou PJ, qui vont évoluer dans un monde imaginé et encadré par un maître ou meneur du jeu, le MJ. Et le maître du jeu, il va gérer l'entièreté de ce monde, des personnages, des monstres, etc., que les joueurs vont rencontrer au travers de leur aventure. Donc chaque joueur va donc incarner un personnage qui va posséder souvent des caractéristiques, alors on peut citer l'intelligence, le charisme, la force, la dextérité, il y en a plein, il y en a une chier. Et il va avoir aussi des capacités spéciales qui vont changer complètement selon le thème du jeu, qui vont être définies par des valeurs, et ces valeurs vont aussi différer selon le modèle de jeu de rôle choisi. Et en fonction de tout ça, on va incarner donc des personnages dans un monde créé par le maître du jeu, et on va jouer aussi avec des dés, puisqu'en fait il y a deux outils principaux pour le jeu de rôle, ça va être l'imagination et les dés. L'imagination est aléatoire dans ce cas-là. Oui, c'est ça. En gros, dès que les joueurs vont réagir aux situations que le maître du jeu leur propose, et dès que le maître du jeu il a pas trop envie de trancher parce qu'il trouve quand même que le mec il a une bonne idée, mais que son scénario il l'avait quand même dans une autre direction, il va demander au dé de trancher. Donc il y a plusieurs modèles. Le plus simple entre guillemets, ça va être par exemple un pourcentage. Si un personnage a 60 de force, imaginons 60% de force, s'il fait en dessous ou égal à 60, et ben il réussit son action qui était destinée à la force. Voilà, tout simplement. Donc une aventure de jeu de rôle, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être soit un one shot, donc c'est-à-dire qu'en une session les PJ réussissent à terminer le scénario, ou alors ça peut se dérouler sur plein de sessions différentes, et c'est ce qu'on appellera une campagne. Et comme je t'expliquais, et comme on l'a pu le voir avec vos interventions, ben on peut évoluer dans plein de mondes et plein d'univers différents, donc ça peut être dans le medieval fantasy, on appelle aussi medfan, la science-fiction, par exemple avec Star Wars, la SF, il y a des jeux de rôle qui vont être aussi horrifiques, avec les plus connus qui sont l'appel de Cthulhu, dans l'univers de Lovecraft, mais il peut y avoir plein de trucs différents. Il y a des jeux de rôle qui se passent dans l'univers de My Little Pony, de Harry Potter, il y a même des post-apo qui se passent en France, un jeu de rôle qui s'appelle Bitume, on incarne des Bretons fanatiques, qui a l'air absolument génial. C'est génial. Quand c'est breton. Tout à fait. C'est alléchant ça, vraiment. Ouais. Ça, j'ai vu ce speech et j'ai eu envie de jouer. Je n'ai pas encore joué à ce jeu Bitume, mais un jour j'y jouerai. Donc voilà, l'imagination et l'improvisation sont la clé de ce jeu de société. Et donc le problème c'est que les parties durent un peu longtemps, et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à un petit peu parler de
boutonneux et de nerds, parce que c'est vrai que ça peut durer jusqu'à 2h30, jusqu'à l'infini, il y en a qui jouent pendant 12 heures, pendant plusieurs jours. Tant ça peut investir, puisque voilà, la seule limite, c'est l'imagination. C'est très pratique. Et il y a plusieurs jeux de rôle différents. On peut parler le jeu de rôle papier, là, c'est celui qui est peut-être le plus pratiqué sûrement, où c'est juste chaque personne a sa feuille de personnage devant lui et réagit en direct à ce que le maître du jeu lui propose. Mais on va aussi avoir de différents types de jeux de rôle, comme les Murder Party. Je sais pas si vous savez ce que c'est, une Murder Party. Non, mais j'ai pas envie d'y aller. Murder Party, où ça peut être aussi des jeux de rôle grandeur nature, donc en fait tu te réunis dans une pièce avec un maître du jeu qui annonce des choses, et à un moment il y a un meurtre qui est dans la pièce, et chaque joueur a une fiche en amont, il a dû apprendre un rôle, et en fait c'est une soirée classique, sauf que tout le monde incarne un rôle, avec des enquêtes, des petites péripéties à réaliser durant cette soirée. Dans une moindre mesure aussi, les escape games peuvent être apparentés à des jeux de rôle, puisqu'on peut s'investir dans le scénario que les créateurs nous proposent. Il y a aussi des jeux de société qui existent, où même des fois on peut enlever la facette de maître du jeu, et tous les joueurs se partagent cette facette pour avancer. Et le jeu de rôle, on attribue sa création à Gary Gygax, qui est un Américain, et qui a créé le Donjons et Dragons, qui est sûrement le plus connu, dans les années 70, et ça surfe, il s'en cachera pas lui-même, ça surfe sur le succès international de l'œuvre de Tolkien, évidemment, le Seigneur des Anneaux, mais qui n'est pas encore adapté au cinéma, et ça a grandi en réputation, le jeu de rôle. En tout cas ça fait un carton aux États-Unis, à tel point que dans un certain film de 1982, ça commence par une scène où on voit des enfants jouer à un jeu de rôle. Est-ce que vous sauriez lequel c'est ? Jumanji. Non. C'est un petit film d'un certain Spielberg. Steven. Attends, quoi ? Steve, comment ça ? Un certain film de Spielberg, avec des enfants, un certain extraterrestre. E.T. Et oui. Ah, Star Trek. Et non. Oui, c'est George Lucas, ça, Star Trek. Ah, il parle. Oui, c'est Lucas. George Lucas. Avec Dumbledore. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a plein le jeu de rôle grandit en réputation. En France, ça commence à s'implanter aussi doucement, et c'est un peu grâce au succès des livres dont vous êtes le héros que certaines maisons d'édition s'intéressent aussi au jeu de rôle et commencent à acheter et à se procurer des choses qui viennent des États-Unis, et ça rencontre aussi un vrai succès en France, même si ça reste quand même un loisir de niche, on va pas se cacher, majoritairement pratiqué par des hommes, selon des sondages du journal Casus Belli, qui est sûrement la revue spécialisée, la numéro 1, et qui existe encore aujourd'hui. Si vous vous intéressez au jeu de rôle, vous pouvez lire de Casus Belli. Numéro 1 sur le jeu de rôle. Numéro 1 sur le jeu de rôle. Mais le petit souci, c'est qu'après, il y a un petit déclin du jeu de rôle. Aux États-Unis, ça commence en 1982, malheureusement. Monsieur Irving Pulling, un jeune se suicide, et sa mère apparente donc sa mort directement à sa pratique du jeu de rôle, et décide même d'aller franchement loin en créant une association qui s'appelle le BAD, Bothered About Dungeons and Dragons, et fait des liens sûrement pas du tout très rapides entre le jeu de rôle, le satanisme et la pédophilie. Voilà. Je savais que tout était lié depuis le début. Ouais. Des gens qui Combo restent gagnant, là. la nuit pour jouer et se déguiser, c'est vraiment pas net. Exactement. Mais bon, c'est exactement à l'image de plein de loisirs, de sous-culture, comme vous pouvez les appeler. Alors t'imagines les gens qui se regroupent pour faire des podcasts ? T'imagines, ouais. Ah mais nous on est encore pire. Hein. Ah bah là, Anthony il est parti devant ses posters. Hein. Ah mais il a raison. Moi je fais la grève. Lié à ça. Bon voilà, c'est Donc on exactement. m'aura pas mon comme à statut beaucoup d'Antoine 1, d'époques. je ne reviens pas. Ah, tu peux incarner le rôle de Antoine 1, mais c'est pas grave, tu peux faire semblant. Là, j'ai poussé la Moussaka. Elle m'a donné mal au ventre, ma Moussaka. Oh merde.
Dépêche-toi. Ah, pardon, je me dépêche, pardon. Ouais, et du coup, en France, il y a une autre affaire qui a fait beaucoup de mal, entre guillemets, au jeu de rôle et à plusieurs personnes. C'est l'affaire Carpentras, dans le Vaucluse en 90, qui est la profanation d'un cimetière juif et avec l'exhumation de corps. Et ça met pas la bonne lumière sur le jeu de rôle, puisque en fait, en réalité, tout ceci a été réalisé par des militants néo-nazis. Malheureusement, il se trouve que le fils du maire de Carpentras pratiquait le jeu de rôle et que des liens ont été faits avec ce fils qui est finalement innocent devant la justice. Sauf que ça a donné beaucoup de lumière sur cette pratique qu'est le jeu de rôle, avec toujours les mêmes raccourcis rapides, et ça a donné donc du grain à moudre à certaines émissions de télévision, notamment Bal et Masque, de Mireille Dumas, tous les amis rôlistes qui nous écoutent, et puis je sais que vous êtes vraiment nombreux, je vous demandais de fermer vos oreilles pendant un petit moment, puisqu'on va passer un petit extrait de Mireille Dumas, Bal et Masque, en 94, qui parlait du jeu de rôle. On va en avoir deux, je te propose de lancer le premier. Alors tout de suite, avant de commencer l'émission, je vous propose de découvrir un reportage qui nous explique les règles des jeux de rôle. Ils sont plus de 300 000 Français à se passionner pour les jeux de rôle. Le temps d'un week-end ou d'une soirée, ils se transforment en chevalier, Dracula ou Hercule Poirot. Mais ce jeu ne nécessite pas toujours un déguisement, il peut également se jouer autour d'une table. Bon voilà, premier petit extrait où pas du tout anxiogène, où on entend des bruits de balles directement. Ah ouais, après, c'est les racks. Ah bah là on part sur des bonbailles de petits boutonneux là. Donc c'est un super reportage à tel point. Là, on va tout de suite enchaîner avec le deuxième extrait c'est une petite dédicace à Stearns qui va peut-être nous écouter, qui est un géaniste. Un géaniste, c'est quelqu'un qui fait du jeu de rôle grandeur nature, GN. Le jeu de rôle grandeur nature doit être un petit peu déconseillé aux gens qui sont cardiaques, trop émotifs, quoi. Costume de guerre, armes en latex, les passionnés se constituent une vraie panoplie. Mais n'y a-t-il pas danger à s'identifier ainsi à des personnages parfois violents? Voilà. Oh. Ah, c'est si mal maîtrisé, on dirait moi qui fais une chronique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette dame. Et ça, ce ne sont que les 3 premières minutes. C'est assez un peu effarant comme parce que du coup, je l'ai regardé avant cette chronique et c'est vrai que c'est vraiment triste. On est sur là, on peut parler de boomerisation absolue. C'est un peu comme la perception qu'il y a eu pour des jeux vidéo, en fait. Ça rend débile, ça crée des malades. Et puis c'est très dur à regarder, je trouve, parce que vraiment, il y a des invités avec des gens dont les enfants se sont suicidés, avec des raccourcis qui sont très durs et qui sont faits. C'est assez chaud. Il y a même un spécialiste, un psy, je vais m'arrêter là, je vais pas dire de bêtises, un psy qui est là et qui explique, qui fait bon, il peut mesurer son propos, pas très souvent, mais il fait des relations entre les personnes qui sont dans des sectes et la pratique du jeu de rôle. Mais enfin. Ça date de quand, ces extraits-là? 94, non? 94. D'accord, est-ce que ça a évolué aujourd'hui? On a un podcast bilingue franco-belge, 94. Oui, bien sûr. Essuie. Oui, on peut espérer que les mœurs évoluent, qu'il y a des mentalités qui ont changé, évidemment. Je me dis que les gens qui jouaient à ça en 94 sont maintenant adultes et ils travaillent, potentiellement ils sont aussi dans la politique, dans des boîtes ou autres. Est-ce que t'es sûr qu'ils travaillent, hein? Est-ce qu'ils sont pas dans des chômeurs, dans des sectes Dis-toi juste que, rappelle-toi l'interview de Squeezie par Ardisson, qui parlait du travail de streamer et youtubeur. Non, mais c'est déjà là, c'est mal maîtrisé, alors du JDR, ça doit être encore pire. Non, en fait, je pense que le JDR a fait un petit peu son bonhomme de chemin, mais c'est exactement comme ce que j'évoquais, les sous-cultures. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui est vraiment
différents, un peu contestataires sur les bords, comme le métal, la fantasy et là le jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est clairement Twitch, hein, puis on le voit avec l'arrivée de politique dans Twitch qui s'en moque aussi et qui l'utilise. Vraiment, à chaque fois que quelque chose est nouveau, Oui, on surfe un peu dessus pour faire de l'info un peu facile. Ça se fait bâcher par tout le monde, et puis après, tu te rends compte que 10 ans après, c'est totalement acquis et accepté, et que ça fait partie du quotidien. Exactement. Donc à cause de tout ça, en tout cas en France, il y a une vraie perte de vitesse du jeu de rôle, jusqu'aux années 2000, où quelque chose est là et fait un peu changer la donne, bien sûr, c'est évidemment les internets. Parce que les internets, tout simplement, les gens partagent leur contenu, les gens ouvrent et font profiter de leur passion. Il y a de plus en plus de JDR indépendants qui se créent, et donc il n'y a plus besoin forcément d'acheter les mêmes revues, il n'y a pas forcément besoin de jouer qu'à Donjons et Dragons, parce que c'est un peu la référence, et c'est vrai que ce qui faisait foi, et c'était facile quoi d'aller vers Donjons et Dragons, qui était quand même assez structuré et complexe, pas forcément vulgarisé quoi comme jeu de rôle. Et ça ouvre énormément de possibilités, ça touche bien plus de public, il y a aussi le public qui s'élargit et qui va toucher plus de femmes aussi, fort heureusement. Et ça va aussi être l'occasion des gens de partager leur propre partie de jeu de rôle. Alors ça fait le débat même au sein des grands rôlistes et notamment des plus vieux qui se demandent pourquoi il faut partager, mais là on revient exactement sur le fait de Twitch, hein, les gens se demandent pourquoi on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. C'est exactement la même question pour le jeu de rôle. Et bien sûr, dans le même temps, il y a des piliers de la pop culture qui ont eu le temps de s'installer, comme on parlait de D.T. tout à l'heure, mais il y a Le Seigneur des Anneaux qui a été adapté en film, il y a Star Wars, plus récemment il y a Game of Thrones, il y a Walking Dead qui sont arrivés, enfin c'est des gros piliers qui font que toutes ces cultures que sont le médiéval fantastique, la science-fiction, voilà, c'est clairement acquis dans le paysage cinématographique ou de la pop culture en général, ce qui facilite grandement le fait de voir des gens jouer dans ces univers tout un après-midi, quoi. Et à tel point que rebelote, en 2016, il y a une série, c'est pas la première scène, mais on voit des jeunes jouer à une partie de jeu de rôle. Est-ce que vous avez cette série en tête, peut-être? 2016, clairement rétro. Stranger Things. Exactement. T'étais pas né, Valky. C'est Stranger Things avec même là ils sont poussés, ça joue clairement à Dungeons et Dragons avec le Demogorgon, je crois, Demogorgon. Donc ça fait clairement référence là. C'est bien parce que tu fais aussi des références à mes chroniques, donc continue comme ça, continue. Ouais, j'ai évoqué Stranger Things il y a 2 semaines. Parfait, continue. Très bien. J'avais eu l'occasion de suivre une conférence de Jérémy Guilbon, qui est infirmier, et qui a monté un atelier thérapeutique qui s'appelle Ludirôle, consacré au jeu de rôle, mais dans une clinique de psychothérapie, et qui fait du Donjon et Dragon. Et ça lui permet, et en fait il a même un blog où il donne des nouvelles régulièrement, et il joue à Donjon et Dragon avec ses patients. Et c'est très intéressant de suivre un peu l'évolution de ces gens-là, de voir comment entre eux ils sont capables, quand ils sont complètement effacés, de se mettre en avant, ou de rabaisser, ou de calmer les gens qui sont plutôt au contraire excités. J'invite les gens à aller voir ces petits comptes rendus de Jérémy Guilbault, de Ludiro. Et même moi-même dans ma pratique d'architecte, je pratique aussi le jeu de rôle dans des ateliers de concertation qu'on fait avec les habitants. Alors bien sûr, on va pas parler de chevaliers, hein, évidemment, mais on va... ma bonne dame, arrêtez-vous là. Vous croisez un dragon avec votre voiture. Faites un jet de chance pour savoir si... Non, c'est pas comme ça, évidemment. On fait ce qu'on appelle des ateliers des petites et grandes histoires, où on va demander aux gens de se mettre dans la peau d'étudiants sur leur territoire. Je parle d'architecture, mais c'est plutôt aussi beaucoup d'urbanisme, où on va leur demander si vous étiez un étudiant qui vient en vacances, par exemple, dans votre ville, qu'est-ce que vous pourriez y faire, qu'est-ce que vous rêveriez de trouver dans votre ville. Et grâce à ça, on construit aussi avec les habitants leur ville de demain. C'est tout à fait intéressant et clairement aussi politique, puisqu'on accompagne les élus ensuite avec tout ce qu'on récolte. Voilà.
je m'arrête là sur le jeu de rôle en général, et je vais parler de l'actual play maintenant. Parce que le jeu de rôle c'est chouette, mais c'est quoi l'actual play ? En fait c'est tout con, je me disais tout à l'heure, c'est simplement le fait de partager une partie de jeu de rôle avec les autres, de la diffuser, de faire podcast ou vidéo, peu importe, le principe c'est de partager sa partie, et je vais très rapidement vous proposer, pour ceux qui s'y connaissent en jeu de rôle, ce sera clairement du vu et revu, ça va sûrement être les plus connus, mais si vous avez envie de voir un peu ce qui se fait en termes d'actual play, je vais vous conseiller quelques petites chaînes Twitch, YouTube, pour entrer par ce biais dans ce que peut être le jeu de rôle, et peut-être pourquoi pas après le pratiquer tout simplement. Donc l'actual play, c'est clair que c'est 2014, 2015, 2016, il y a un monstre qui est créé aux États-Unis, c'est Critical Role, qui explose tout, et même encore aujourd'hui, puisqu'ils ont réussi à faire péter des scores de participation financière avec leurs fans, à tel point qu'ils vont réussir à faire une série animée de leurs épisodes de parties de jeux de rôle, où en fait c'est une bande d'acteurs, de comédiens et surtout de doubleurs qui font du jeu de rôle. Donc en plus là on a une notion, alors c'est en anglais, hein, attention, mais du coup ça donne des parties où les gens incarnent vraiment, modifient leur voix pour incarner leur personnage, et ça donne des moments absolument épiques et assez incroyables. Et en France, il y a un actual play qui va ouvrir un peu toutes les possibilités, le premier épisode sort en 2015, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Est-ce que vous avez peut-être une idée de cet actual play qui ouvre le jeu de rôle à la scène française de YouTube ? Aventure. Oui. Exactement. C'est Aventure, donc diffusé sur la chaîne du Bazar du Grenier, donc avec le joueur du Grenier, avec Seb du Grenier, Crane, Bob Lennon, et où le maître du jeu c'est Maillard, et ça pète tout, hein. Il y a 1 million de vues dès que ça sort, c'est impressionnant, et c'est un actual play qui est très monté, dans le sens où ça va avoir beaucoup de préparation en amont. Le maître du jeu va préparer ses scènes sur Roll20, qui est une plateforme où on peut justement mettre en scène ces choses pour les joueurs. Je pense que c'est ça, ouais, il y a beaucoup de visuels, alors que d'habitude c'est souvent beaucoup plus imaginé, en tout cas on laisse les gens penser à la scène, à imaginer leurs propres scènes, leurs propres actions. Alors que là, il y a quand même un besoin, parce que c'est la plateforme YouTube, de le mettre en avant visuellement aussi. Donc, c'est un peu différent, mais ça peut être, je pense que ça peut être une bonne entrée pour ceux qui découvrent et qui s'y intéressent. Surtout que le site Roll20 est super bien fait, parce que tu peux tout faire en fait. Tu peux absolument tout faire, tu peux tout rajouter, tu peux implanter des trucs toi-même de ton PC et tout. Enfin, tu déplaces tout, c'est comme une page Photoshop où tu viens poser tes éléments dessus. Là, c'est la même chose, mais ce sera le plateau de JDR que les joueurs auront après, quoi. Ouais, je sais pas si t'as déjà vu le site, mais Roll20 en tout cas, c'est parfait. Ah ouais, c'est trop super bien. Donc voilà, ouais, c'est une très bonne porte d'entrée, je pense, vers le jeu de rôle, vers l'actual play, parce qu'en effet, ils se sont vraiment posé les questions de comment rendre ça visuellement intéressant, avec tout un système de bannières, de petites icônes de dés qui apparaissent quand il y a des jets, des jingles aussi quand il y a des réussites, des échecs. Donc c'est très bien fait. Et du coup, je vais vous proposer d'autres entrées dans le jeu de rôle à travers d'autres chaînes, dont une où j'ai préparé quelques petits extraits, parce que c'est peut-être un petit peu pas bon chouchou, mais presque, j'ai 2 prefs dans l'actual play français. Le premier, c'est Tales of Pi. Tales of Pi, c'est donc avec un MJ qui s'appelle, dont le pseudo est Pi, et qui va proposer, avec son compère Akenar, qui est en post-prod derrière, il y a beaucoup de post-prod, que ce soit visuel et sonore, qui va proposer 2 facettes du jeu de rôle, de l'horrifique, un peu vénère même, de l'horrifique bien vénère, et du complètement what the fuck, avec énormément d'absurde. C'est qu'on va bientôt lancer l'extrait numéro 3, si je dis pas de bêtises, où Pi accompagne ses joueurs dans un univers où ils incarnent des agents américains, je crois,
où ils s'embarquent vers un des pôles pour enquêter sur une base russe, et ils vont s'engouffrer dans un gouffre pour trouver ce qui se passe dans cette base russe qui semblerait faire des expériences, des choses un peu pas très catholiques, disons. Et c'est une scène à un moment où ils sont déjà dans le gouffre, et vous allez voir qu'il y a j'ai pris un tout petit extrait, c'est encore une fois un peu de la même manière qu'Antino, ça va pas rendre honneur à tout un épisode, mais ça donne le côté beaucoup de post-prod derrière. Vous avez cette lumière bleutée. Tu regardes, c'est pas évident, mais sur ce pan blanc, t'as l'impression de distinguer comme une silhouette derrière. Il y a quelqu'un. Quelle distance? Ça va être à 2 mètres de vous. Derrière. C'est très léger, tu vois une ombre, mais t'es pas sûr de toi. Je m'avance, le couteau levé doucement. Je me prépare à tout mouvement suspect qui mettrait sa vie en danger. Okay. Jusqu'à la porte. T'as cette porte qu'il faut zipper, dézipper. Je vais mettre du coup la main sur le zip. Ok. Tu le saisis, t'as du mal à le saisir avec tes gants. Je vais essayer de l'ouvrir le plus vite possible. Ok. Pour surprendre la personne de l'autre côté. Tu le vois, il saisit le zip, il a du mal, il tremble. Tu l'ouvres d'un coup, tu vois un pan. C'est vraiment un tout petit extrait au milieu de 2h30, 3 heures de jeu, avec des joueurs qui s'investissent aussi énormément dans la partie. Il faut imaginer ce petit plateau où ils sont installés, où ils sont complètement dans le noir, avec une toute petite lumière bleutée qui va éclairer juste une partie de leur visage, et c'est plutôt bien foutu. Il y a vraiment un vrai travail d'ambiance sonore derrière cet extrait, et il faut aussi imaginer ça sur 2 heures d'affilée. J'écoute ça pour m'endormir, je vais pas le faire. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Là, c'est pareil, Tales of P, mais dans un univers complètement what the fuck, un tout petit extrait, et où les joueurs incarnent des personnages dans l'univers de Harry Potter. Bon, globalement, ils font une parodie de l'épisode 1, où ils se font... ils revivent le livre 1, le film 1 de Harry Potter, sauf qu'ils sont envoyés chez Poufsouffle, sauf que tout se passe mal. Et là, on parle juste après le choix du choix-peau magique, où ils sont envoyés chez Poufsouffle, où ils doivent rejoindre leur cabinet, où donc là c'est pendant pareil 2h30, complètement opposé, ambiance complètement opposée, c'est la grosse régalade. Coup dur Poufsouffle quand même, hein, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Dumbledore vous invite à vous lever et rejoindre vos maisons. Côté Poufsouffle, vous voyez un mec un peu plus vieux, qui a toujours une bonne tête de cul, hein, on en est là. S'il vous plaît. Il n'a pas que la tête du cul, il a aussi la laine, c'est la voix de cul. La voix de cul. Puis la laine. Je m'appelle... putain, j'ai improvisé. Je m'appelle Billy. Billy Joel. Et mon surnom c'est Tétard. Je suis votre nouveau préfet. Vous me devez le respect et l'obéissance. Allez, venez tous. Allons-y, monsieur Tétard. J'ai pas confiance. Allez, nous allons rejoindre notre maison. Vous marchez, vous passez dans les longs couloirs, vous voyez toujours tous ces tableaux vivants qui vous saluent. Et puis finalement, vous arrivez jusqu'à des escaliers. Alors attention. Moi, je me suis déjà fait avoir une fois. Pas plus, hein, vite ta tête. Les escaliers bougent. C'est original. Je me suis retrouvé plusieurs nuits à devoir dormir au chiottes. C'est quand même mieux d'aller chez Gryffondor. Je regrette tellement. Je regrette Gryffondor. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça drague bien là. Donc voilà. Surtout que je crois que c'est pas trop réaliste parce que Poufsouffle il passe par les cuisines et je crois pas qu'il y ait besoin d'aller dans les grands escaliers pour aller dans les cuisines. Donc, ah oui, ça manque de réalisme. Hein, je suis désolé. Ah non mais c'est clairement pour se foutre de la gueule de Harry Potter là, on en est là. Mais je fais la remarque, c'est plutôt intéressant. En tout cas,
moi j'ai plus accroché là sur le deuxième extrait à cause de l'humour, de la bonne boutade, disons. Mais je me demande si c'est pas un bon moyen d'accrocher, puis ensuite quand t'as accroché aux médias, bon bah là tu passes sur des épisodes où c'est un peu plus stress, ou c'est un peu plus de tension, ou un peu plus sérieux. Là j'ai quand même l'impression que c'est bien le bordel et bien marrant, et donc que ça se prend pas à la tête, quoi. Donc ça peut être... Enfin en tout cas moi je pense que pour moi ça sera possiblement une porte d'entrée. Je suis un peu du même avis. Hein. Oui, je vous rejoins complètement, et c'est exactement pour ça que je voulais d'abord vous présenter Tales of Pi, parce que pour moi c'est exactement... il brasse le jeu de rôle, quoi. D'un côté, ils peuvent faire du what the fuck, et là, on a entendu Harry Potter, mais ils vont aussi faire du Medfan très classique, mais avec toujours cette touche complètement what the fuck où ils incarnent des bandits dans la série L'Héritier, qui est incroyable. C'est les mêmes joueurs, en plus, c'est débile comme pas possible. Là, ils ont aussi une petite série qui s'appelle Game of Légumes, où c'est une parodie de Game of Thrones où ils incarnent des légumes dans un supermarché. Je le savais. Donc je pense que en effet c'est une très bonne porte d'entrée, et après si vous vous accrochez à l'actual play, je vous conseille énormément leur série horrifique, si vous aimez bien sûr vous faire un petit peu peur, qui est excessivement bien faite. Ah. Et pour ma part, moi c'est vrai que l'actual play je le consomme quasiment exclusivement au podcast aussi, donc ça s'écoute très très bien. Donc voilà. Et du coup, je vous propose de faire une toute petite liste ensuite, d'enchaîner sur d'autres actual plays qui existent, qui sont des mastodontes encore, hein, donc si vous êtes rôliste accompli, que vous êtes fan d'actual play, je vais pas forcément vous apprendre grand chose. Il y a, tout d'abord, je parlais des deux que j'apprécie beaucoup, le deuxième c'est Game of Rolls, qui a fait un univers dans Aria qui est un univers médiéval fantastique, mais ils ont aussi fait de la science-fiction avec Stars. Aria, ça se décompose en 5 saisons, avec les 3 premières où on va suivre les 4 mêmes joueurs pendant une épopée incroyable, avec beaucoup d'humour aussi. J'aurais pu trouver des petits extraits, mais il y en a tellement que j'ai pas osé m'y reperdre. Il y a la 4e saison a été écourtée malheureusement, donc je vais y passer. Et ensuite la 5e saison qui est avec Mr. MV, donc ça cartonne de plus belle, et on est reparti je pense pour 2-3 ans d'aventure avec eux. Donc ça c'est sur Twitch. Il y a un autre actual play qui s'appelle Roll and Play, qui fait du héros et dragon, donc c'est un petit peu le pendant Donjons et Dragons français, mais il faut pas le dire. Et eux aussi, ils ont pris le même parti que Critical Role, des comédiens qui incarnent qui font les joueurs dans Roll and Play, avec des moments extrêmement drama, épiques, avec des voix qui pètent la classe. Donc ces 3-là, un peu mastodontes. La Bonne Auberge, le MJ de la Bonne Auberge, c'est Lucien Men, donc Golden Moustache avec Adrien Méniel, donc ça donne des trucs absolument fameux. Et enfin, je terminerai avec la Table virtuelle, qui est pas du tout connue, mais qui, eux, justement, rejouent Aria, qui a été donc créé par Fibre Optique, Game of Rolls, donc c'est hyper cool de voir des gens qui sont emparés de l'univers, et qui du coup, comme c'est du jeu de rôle, comme c'est pas les mêmes joueurs, ça suit une trajectoire assez différente, et c'est très cool de voir tout ce qui se fait différemment. C'est très bien. Donc voilà. J'en ai fini avec ma chronique de jeu de rôle et de l'actual play. J'espère que ça vous a plu, et peut-être qu'on fera un jeu de rôle, un de ces 4. Ah, peut-être. Pourquoi pas. Alors je regarde le quota, l'intro c'est bon, chronique 1 c'est bon, chronique 2 c'est bon, il reste l'outro les gars. Alors. Merde. Alors, qui peut nous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver? Centennial, les réseaux sociaux, Centennial. Salut le social media master. Moi je fais grève, je rappelle. Ah ouais, mais en fait nous on n'est pas du tout au courant avec Valky. C'est vrai on t'a embauché en tant que community manager, donc j'espère que tu vas faire ton travail, s'il te plaît. Ah ouais, j'exerce mon droit de grève, excusez-moi, tant qu'on ne me rend pas mon numéro 1. Non, je veux mon numéro 1. Bon, allez, je vous l'offre pour cette fois, mais épisode suivant, attention, hein. Attention, pas pour cucu. Attention, je vais me fâcher très fort, attention. Toujours à faire ça pleureux, celui-là. Bien, vous pouvez nous retrouver sur les internets, sur Twitter, Instagram, @podculture, n'hésitez pas à nous suivre, et puis à nous envoyer des petits DM. Valky prend toujours les nudes, je crois. Tu confirmes ? Bien sûr. Voilà. Je confirme.
Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur toutes vos applications et plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict ou je ne sais quoi. Enfin, vous nous écoutez là, donc j'imagine que vous avez déjà votre support préféré. Alors, abonnez-vous, suivez le flux et puis vous recevrez les épisodes dès qu'ils sortent. Lâche un pouce bleu là. Lâche un pouce bleu. Si vous avez des remarques diverses, des conseils à nous donner, nous on est à l'écoute. Donc soit vous mettez un commentaire sur iTunes, soit vous nous contactez différemment par les plateformes des réseaux. On prend tout ce qui est possible, c'est-à-dire des conseils, des avis. Vraiment, faites-vous plaisir. On est là pour progresser avec vous. Et si après ça vous plaît encore plus, tant mieux. J'ai envie de dire. Très bien. Ouais. Bon on se laisse là. Oh bah ouais, enfin. On dit au revoir à tout le monde et puis on peut se coucher, c'est clôture bon. cet épisode. Ah. Il est déjà dans son lit. Bon écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne journée soirée les potos. quand vous écoutez. Et puis salut les potos. Et à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, joyeuse Hanouka. À la prochaine, salut. Bon anniversaire.